Et donc, on essaie toujours de comprendre ces chiffres qui ne correspondent pas à la manière dont on sait qu'une telle épidémie évolue et qui semble en particulier sous-évaluée. Trop peu de cas et croissance trop lente de l'épidémie, sachant par ailleurs quand l'épidémie a probablement commencé. On peut néanmoins tenter plusieurs explications. D'abord, beaucoup de malades sont peut-être peu symptomatiques, peu de signes de maladie autrement dit, et guérissent sans jamais avoir vu le médecin. Ils peuvent par contre très probablement transmettre la maladie, d'autant plus s'ils ignorent être malades ou s'ils pensent avoir un simple rhume. On pense de plus en plus que le virus se transmet de cette manière, de sorte qu'il est très difficile de pister par où passe le virus. Les critères de diagnostic, ce qu'on appelle la définition de cas en langage médical, ne tiennent compte que d'une frange étroite du spectre de la maladie. On sait que jusqu'aux environs du 12-13 février 2020, un cas d'infection devait répondre à des critères stricts. Un CT des poumons anormal, une prise de sang anormale et un test confirmant enfin la présence du virus. Le résultat du test arrive aussi après seulement 48 heures. Ce type de définition capture probablement seulement les cas les plus malades et est sujet à la limitation et à la qualité des tests disponibles. Cette limitation des tests disponibles a été mentionnée plusieurs fois et est bien sûr attendue dans ce genre de situation d'urgence majeure où l'on part bien sûr au plus pressé. Depuis le 13 février, cependant, la situation a changé. Un cas peut être défini strictement sur base de la clinique, c'est-à-dire des signes de la maladie, sans nécessiter l'usage d'un test pour le virus. On notera que cela ouvre le diagnostic à ceux qui n'avaient pas accès au test et diminue le délai dans le diagnostic, mais cela ne change pas l'exclusion de ceux qui sont infectés avec peu de symptômes. Il est probable encore que des malades n'aient pas accès au diagnostic ou au traitement, dû aux limitations d'un système de santé débordé par l'épidémie. La nécessité d'avoir un test jusqu'au 13 février 2020 impliquait que les malades non confirmés avaient souvent du mal à trouver un lit d'hôpital en attendant le résultat du test. On rapporte de nombreuses histoires en effet de malades mourant avant d'avoir pu être pris en charge, étant donné les difficultés de trouver des lits d'hôpital et aussi de soins intensifs nécessaires. J'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. De même, les services d'ambulance sont débordés et les gens ne peuvent pas se déplacer facilement dans une ville où les transports sont réduits par le système de cordon sanitaire à l'intérieur de la ville. Après le 23 janvier et les mesures de confinement exceptionnelles prises à Wuhan dans le reste du Roubaix et maintenant de plus en plus dans tout le reste de la Chine, on peut s'attendre aussi à une diminution de la transmission du virus et à une diminution des nouveaux cas. Il est difficile cependant de prévoir exactement l'effet de ces mesures parce que le virus est nouveau et aussi parce que ce type de mesure est pratiquement aussi une première historique. Les mesures sont aussi arrivées alors que le virus avait déjà infecté un grand nombre de gens dans et en dehors de la province du Roubaix. Il doit donc exister un décalage entre la mise en place de ces mesures de confinement extrême et leur effet sur le développement de l'épidémie. Jusqu'au 13 février, on avait en effet l'impression d'une diminution du nombre de nouveaux cas quotidiens depuis le 6 février. Mais l'ajout d'un nombre important de nouveaux cas a mis cela en doute le 13 février, créant un vent de panique sur les réseaux sociaux et dans la presse. L'explication officielle de cet ajout est qu'il incorporait désormais les patients sur une base d'un diagnostic clinique et non strictement sur base du test. Alors je veux encore mentionner ici la possibilité que toutes les informations ne soient pas délivrées de manière transparente. En effet, les statistiques sont considérées comme un secret d'État en Chine et il est donc très probable que beaucoup d'importance soit donnée à ce que les chiffres ne donnent pas une impression de chaos tout en restant crédibles. Par ailleurs, une épidémie de cette ampleur est clairement un danger pour la stabilité politique du pays, comme d'autres épidémies l'ont été dans l'histoire d'ailleurs. La surveillance et la suppression d'informations sensibles sur les réseaux sociaux suggèrent fortement que c'est en effet le cas. Je veux insister cependant ici sur le fait qu'aucune preuve étayant l'hypothèse d'une manipulation des chiffres n'existe actuellement à ma connaissance. On sent certainement cependant dans l'amélioration particulièrement rapide des chiffres de ces derniers jours la pression de l'économie et le besoin de remettre les gens au travail. Il faut donc voir dans les chiffres auxquels on a accès un reflet de l'existence de causes multiples dans un contexte difficile. Mais ces chiffres nous laissent aussi avec malheureusement beaucoup d'inconnus sur la dynamique réelle de l'épidémie et l'importance du virus en termes de santé publique pour le monde. Alors comment évaluer la gravité de cette épidémie? Un élément qui me frappe particulièrement dans cette histoire, c'est la vague de cas graves qui a submergé le système de santé à Wuhan, justifiant l'arrivée en masse de personnel médical de tous les coins du pays et la mise à disponibilité de nombreux lits d'hôpitaux. On parle en effet de près de 100 000 lits désignés à l'épidémie pour le 20 février à Wuhan
et de 21 771 professionnels présents sur les lieux le 15 février, incluant 3 170 personnels médicaux spécialisés en soins intensifs. Il faut cependant ajouter qu'une partie de ces lits sert à accueillir une masse de gens mis en quarantaine à Wuhan, et semble-t-il de plus en plus dans d'autres villes du pays. Pour comparer avec une ville de taille similaire, il y a environ 20 000 lits au total à Londres. On peut rappeler qu'on parlait de 40 patients hospitalisés en début d'année, il y a un mois et demi, et qu'au 15 février, on parle de 11 000 cas graves, pour la plupart situés dans le Roubaix et à Wuhan en particulier, berceau de l'épidémie. Alors comment expliquer ce changement brutal? Eh bien, il y a d'abord cet aspect particulier et caractéristique de nombreuses épidémies, la croissance exponentielle dont on a parlé au début. Il y a cette longue période pendant laquelle l'épidémie se développe, mais sans que le nombre de cas augmente très rapidement. Rappelons-nous qu'il faut attendre à peu près 40 jours pour que 1000 personnes soient infectées en partant d'une personne infectante. Vient ensuite une augmentation beaucoup plus brutale du nombre de gens infectés, ce que l'on voit très bien aussi sur la courbe. Et donc, on doit s'attendre à ce que beaucoup plus de gens tombent malades et que de plus en plus d'entre eux consultent aussi un médecin, incluant parmi eux des gens gravement malades. Et puis il y a le comportement du virus sur les gens infectés. En effet, si la maladie n'est somme toute pas très grave et que les gens guérissent tout seuls sans être trop dérangés dans leurs activités, eh bien, même avec un grand nombre de gens malades, on ne verra pas grand-chose, si l'on voit même quelque chose. Si la maladie, au contraire, tue tout de suite après l'infection, on la repérera très vite, avant que de nombreux malades n'aient eu le temps d'être infectés. Une autre possibilité, c'est que nous ayons une maladie qui se trouve entre ces deux extrêmes. Les gens sont infectés et deviennent infectants eux-mêmes en quelques jours. La plupart d'entre eux supportent bien la maladie et continuent leurs activités, peut-être avec une visite chez le médecin. Ils infecteront plusieurs autres personnes au passage pendant les 2 semaines que dure la maladie, et puis ils guériront. Une plus petite partie, mais néanmoins significative des infectés, se sentira moins bien après environ une semaine et devra être hospitalisée. Pendant cette semaine, ils auront bien sûr infecté une série d'autres gens et ils en infecteront peut-être aussi à l'hôpital d'ailleurs. Parmi les gens hospitalisés, certains guériront après des soins plus ou moins lourds pendant plus ou moins longtemps. D'autres parmi eux décéderont malgré des soins lourds prolongés. Dans ce type de maladie, beaucoup de gens auront le temps d'être infectés et l'on ne commencera à voir la maladie que lorsque les premiers cas plus sérieux devront être hospitalisés. Par ailleurs, pour pouvoir observer ces cas graves, puisque les cas graves ne forment qu'une partie relativement petite du total des malades, il faudra qu'il y ait suffisamment de gens infectés, ce qui prend du temps lorsqu'on est au début de l'épidémie, rappelons-nous de la courbe. Et puis il faut aussi qu'on soit suffisamment loin dans l'évolution de leur maladie si la gravité apparaît seulement dans la 2e semaine de maladie par exemple. Le même raisonnement s'applique si la mort survient parfois au bout de 3 semaines de maladie par exemple. C'est probablement à ce type de maladie qu'on a affaire avec Covid-19. La maladie a eu le temps de se propager dans la population sans être reconnue parce qu'elle ressemblait à un rhume ou une grippe banale. En pleine saison de grippe d'ailleurs, ce qui n'aide pas à repérer les cas de Covid-19. Les premiers malades graves arrivent alors petit à petit avec un retard de 2 semaines après avoir été infectés et meurent pour certains d'entre eux 3 semaines à 1 mois après l'infection. Il est possible enfin, en considérant le début probable de l'épidémie en novembre, que l'arrivée des premiers cas graves ait aussi plus ou moins coïncidé avec le moment où le nombre de cas a commencé à augmenter aussi de manière brutale. Rappelons-nous encore une fois la forme de la courbe exponentielle. Un élément très important aussi dans cette épidémie, c'est le caractère nouveau du virus. Personne n'avait en effet jamais été en contact avec ce virus, ce qui signifie que toute personne en contact avec le virus est susceptible de tomber malade et de transmettre la maladie. C'est une situation qu'on ne rencontre pas dans la grippe saisonnière, pour laquelle une proportion non négligeable de la population a déjà une certaine immunité naturelle ou après vaccination. Ces personnes forment une barrière à la transmission du virus. Ici, on n'a pas vraiment de gens non susceptibles à l'infection et donc le virus se propagera dans une grande partie de la population. Et donc, pour résumer, ce que l'on observe à Wuhan actuellement est le résultat d'une circulation très rapide d'un nouveau virus dans une population universellement susceptible. Cela entraîne une maladie bénigne chez une partie significative de la population et produit avec retard une maladie grave et des décès chez une partie des gens infectés. Un indice de la gravité de la situation est donné par l'énorme investissement de l'État chinois à Wuhan et de plus en plus dans le reste du pays, avec des restrictions de mouvement plus importantes chaque jour. Alors je l'ai déjà dit ailleurs, mais il faut bien insister. Pour que le gouvernement chinois prenne la décision de pratiquement arrêter l'économie pendant une période aussi longue, on est à environ 1 mois en effet depuis le début de l'arrêt progressif de l'activité économique, incluant la semaine du Nouvel An chinois. Pour que le gouvernement donc prenne cette décision, c'est que le risque de ne pas la prendre était encore plus grand pour la stabilité du pays.
pays. Actuellement, les données officielles nous montrent une baisse rapide du nombre de nouveaux cas et une augmentation rapide des gens guéris à Wuhan et dans le pays. C'est possible au vu des mesures extraordinaires mises en place, mais il faut rester très prudent. L'économie est à l'arrêt depuis un mois en tenant compte du nouvel an chinois et donc il y a une grande pression pour accélérer le retour au travail. Par ailleurs, il est très peu probable que le virus ait soudainement cessé sa transmission, sachant les vagues successives d'infections à travers le pays depuis le début de l'épidémie. Mais qu'en est-il donc de la gravité, de la mortalité en particulier? Wuhan est le centre de l'épidémie, là où l'épidémie est la plus ancienne. L'épidémie a pu s'y développer de manière naturelle, sans barrière, pendant environ 2 mois, avant qu'on ne prenne des mesures pour l'endiguer. À ce moment, le nombre de gens déjà infectés, et donc le nombre de gens qui allaient nécessiter une aide médicale, et aussi malheureusement ceux qui allaient décéder, était probablement déjà déterminé pour une grande part. Ce qu'on observe depuis plusieurs semaines à Wuhan est en quelque sorte l'arrivée de la vague sur la plage alors qu'elle s'était déjà formée depuis plusieurs semaines en mer, pourrait-on dire, loin des regards. Un système de santé est organisé pour faire face à une certaine routine, sans changement important, soudain, et ce qui est arrivé à Wuhan a été soudain et important, et le système s'en est trouvé débordé. Comme il s'agit d'un virus qui, à cause de sa nouveauté, touche une plus grande partie de la population qu'un virus comme celui de la grippe par exemple, eh bien, même si le nombre de cas graves ou de décès pour chaque cas infecté n'est pas beaucoup plus grand que pour la grippe saisonnière, plus de gens infectés signifiera donc aussi un plus grand nombre de malades graves et de décès. Beaucoup plus de gens que d'habitude iront donc chercher de l'aide chez le médecin, rien que parce que plus de gens sont infectés. Il se peut en outre que Covid-19 génère plus de cas sévères et de décès par personne infectée que la grippe saisonnière, mais cela n'est pas connu actuellement. Dans ce cas, la proportion qui ira chercher de l'aide chez le médecin sera encore plus importante. On a tenté d'évaluer la gravité de la maladie, notamment le nombre de décès. Ces estimations sont difficiles lorsque l'on se trouve dans une nouvelle épidémie avec un nouveau virus parce que l'on n'a pas le recul nécessaire, ni d'idée claire d'ailleurs du nombre total des infectés, incluant ceux qui sont guéris dans la population. Un rapport du 10 février 2020 suggère un intervalle entre 0,5% et 4% de toutes les infections qui décèdent. Par comparaison, la mortalité de la grippe saisonnière est estimée, elle, à 0,005%. Comme souvent, on doit cependant parler de groupes plus à risque, dans lesquels se concentre le plus grand nombre de décès. En particulier, d'après l'étude la plus récente publiée le 18 février 2020 sur plus de 72 000 personnes infectées, il n'y a pas de cas de décès chez les enfants, mais des décès dans toutes les autres tranches d'âge, en particulier après 50 ans, chez les hommes en particulier, et ceux porteurs de maladies chroniques. Alors on est frappé par l'intensité de la bataille médicale à Wuhan et dans le Hubei, intensité que l'on n'observe pas ailleurs. Est-ce que ce débordement de cas graves et de décès est à craindre hors de Wuhan et du Hubei, ou est-ce que c'est un phénomène local? Il est clair en effet que le virus se trouve déjà à peu près partout en Chine, avec un total de 12 211 cas recensés au 15 février 2020, hors Hubei et Wuhan. Il y a 69 morts et 582 cas graves à cette date en dehors du Hubei et de Wuhan. L'épidémie est aussi plus récente dans le reste de la Chine et arrive donc avec un décalage comparé à Wuhan. On a d'abord l'infection, puis la vague d'hospitalisation des cas graves et enfin des décès qui arrivent avec retard. Alors depuis le 23 janvier, on l'a déjà dit, une série de mesures draconiennes ont été prises en Chine pour limiter la propagation de l'épidémie. Ces mesures devraient diminuer la vitesse de propagation du virus dans la population et étaler ainsi le nombre de malades qui arrivent en une fois dans le système de santé et aussi donner le temps de se préparer à accueillir le surcroît de malades. Cette préparation n'a pas été possible pour Wuhan, qui a dû absorber la vague des malades sans atténuation et sans préparation. Et c'est certainement une partie de l'explication de ce qui se passe là-bas. Alors il y a aussi des hypothèses intéressantes qui circulent suggérant que l'intensité d'exposition au virus puisse augmenter la part des cas graves parmi les infectés. Une autre hypothèse est liée aux récepteurs cellulaires ACE2 par lesquels on pense que le virus entre dans les cellules humaines. Les hommes et les asiatiques auraient ainsi plus de récepteurs ACE2, ce qui les rendrait aussi plus susceptibles au virus. Alors si vraiment c'est le cas et que c'est un facteur déterminant dans l'épidémie, l'Asie serait aussi plus touchée que les autres régions du monde. Il faut cependant pour l'instant souligner que ce n'est qu'une hypothèse basée sur une toute petite étude de laboratoire et pas sur des populations. Alors il semble clair désormais que la maladie s'est répandue dans le monde et pas seulement en Asie. L'Asie est plus proche et a plus de relations avec la Chine et donc on s'attend à ce que plus de cas apparaissent d'abord à proximité de la Chine.